Donc, on va commencer pour l'introduction. Donc, bonjour à vous toutes et à vous tous. Il me fait grand plaisir d'ouvrir ce troisième webinaire de la série Cohabitation humains-animaux en ville. Cette série vous est proposée et est organisée conjointement par l'Institut de santé et société de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, et par le groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Et c'est organisé aussi avec la collaboration de la stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux qui est coordonnée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Donc, je vais me présenter. Je suis André Ravel, professeur en épidémiologie et santé publique à la faculté de médecine vétérinaire donc, de l'Université de Montréal et aussi ancien directeur du groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique. Donc, ce groupe est un rassemblement de chercheurs et d'organisations dont la mission est de promouvoir la recherche sur des problématiques de santé publique et de santé animale au niveau des populations afin d'orienter les actions collectives et les politiques de santé publique. Donc, l'idée initiale de cette série de cohabitation humains-animaux en ville était de tenir un colloque, donc être en présence sur cette question, et c'était dans le cadre du 20e anniversaire du groupe de recherche, le GRESO, le groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique. Donc, il était prévu que ce colloque soit organisé avec l'Institut Santé et Société parce qu'ils ont un intérêt sur ces problématiques sociétales et aussi parce qu'ils ont l'expertise. La COVID, que vous connaissez bien, a perturbé un petit peu nos plans. Donc, au lieu d'un colloque tous ensemble, c'est devenu une série donc, de webinaires. Et on est rendu à notre troisième webinaire qui s'intéresse donc spécifiquement aux chiens et la relation humain-chien en ville, toujours. Donc, je vais vous donner quelques détails pour le déroulement. Ensuite, je vous présenterai nos conférencières. Donc, la séance est enregistrée et le lien vous sera envoyé plus tard. Comme ça, vous pourrez réécouter ou diffuser ce lien à vos collègues. Nous aurons droit à 3 présentations plutôt brèves par des expertes qui nous offriront un panorama donc, sur cette relation humain-chien en ville. Ensuite, nous aurons une période de questions et de discussions. Et donc, nous vous demandons de poser vos questions à la fin des 3 présentations. Vous pouvez aussi les poser dans la boîte de clavardage en cours de route, mais on y répondra à la fin. La discussion est un élément important pour nous dans le cadre de ce colloque webinaire parce qu'on veut vous entendre sur les différentes perspectives, la façon dont vous voyez les enjeux, les voies possibles de solutions. Il y a une diversité des points de vue, c'est très heureux. Et aujourd'hui, on a un grand nombre de participants venant d'horizons très différents, non seulement académiques, mais aussi des milieux gouvernementaux à différents niveaux, mais aussi d'organisations sans but lucratif, etc. Donc, la discussion s'avère être très intéressante. Donc, on vous invite tous et toutes à y participer quand ce sera le temps. Un point de détail, mais important quand même. J'ai malheureusement une autre rencontre à 13h30, donc moi je vais vous laisser à partir de ce moment-là. Et c'est Joanne Saint-Charles qu'on a vu tantôt, là, qui est là, ma collègue, donc de l'Université du Québec à Montréal, professeure en communication et directrice de l'Institut Santé et Société, qui prendra donc le relais pour se terminer à 14h. Donc maintenant, je vais vous présenter nos 3 conférencières d'aujourd'hui. Tout d'abord, le docteur Marie-Claude Gagnon, qui a obtenu son diplôme en médecine vétérinaire de l'Université de Montréal en 1990. Préoccupée donc par le bien-être des animaux, elle a rejoint l'organisme Anima Québec il y a 10 ans, plus de 10 ans. Et maintenant, elle y agit à titre de directrice de l'expertise professionnelle. Ensuite, notre seconde conférencière et collègue est Marion Desmachelier,
qui est vétérinaire aussi, médecin vétérinaire, diplômé de l'American College of Veterinary Behaviorists et professeur, donc collègue, à la même faculté de médecine vétérinaire, donc de l'Université de Montréal. Elle s'intéresse entre autres au comportement et au bien-être animal. Finalement, interviendra Christine Amiotte, qui est professeure au département de psychologie. Catherine. J'ai dit une bêtise? T'as dit Catherine Amiot. Ah, pardon. Il n'y a pas de problème. Professeur au département de psychologie de l'UQAM et ses travaux se penchent donc sur la relation animal-humain, la psychologie sociale et les dynamiques des groupes. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et une discussion éclairante. Et je cède la parole donc à notre première conférencière, la docteure Marie-Claude Gagnon. Oui, bonjour. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez, est-ce que ça a fonctionné? Oui, OK, parfait. Alors, bonjour, je suis heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous présenter la première partie du webinaire sur la cohabitation humain-chien en ville. En fait, je vais parler de cette préoccupation-là. Est-ce que le bien-être des chiens est davantage menacé en milieu urbain? Alors, tout au long de ma présentation, en fait, je vais vous présenter les besoins du chien, les responsabilités du propriétaire, les responsabilités de la ville, quelques facteurs compromettant le bien-être animal et terminer par quelques pistes de solutions. En fait, le chien est dans notre vie de tous les jours depuis presque 12 000 ans. La relation qu'on a avec le chien a évolué avec le temps. Maintenant, aujourd'hui, il contribue pour plusieurs à leur qualité de la vie. Il y a en fait une réelle préoccupation sociétale pour le bien-être du chien, des animaux en général. En fait, le gouvernement provincial, le MAPAC, qui est le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, a mis en vigueur des règles pour garantir que les animaux seraient traités adéquatement tout au long de leur vie. Alors, la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal a été approuvée en décembre 2015 et cette loi améliore la situation juridique de l'animal et inscrit maintenant dans le Code civil du Québec que les animaux sont des êtres doués de sensibilité et qu'ils ont des impératifs biologiques. Alors, les impératifs biologiques, en fait, ce sont les besoins essentiels de l'animal d'ordre physique, physiologique, comportemental, qui sont liés à son âge, à son stade de croissance, à son état de santé, là, pour ne nommer que. Selon la loi, le bien-être ou la sécurité de l'animal est compromis si l'animal ne reçoit pas les soins propres à ses impératifs biologiques. Et il concerne notamment l'alimentation, l'abreuvement, le lieu de vie de l'animal, la possibilité de se mouvoir, les soins et l'absence et qu'il soit en fait soumis à aucun abus ou mauvais traitement nuisant à sa santé. Quelles sont les responsabilités du propriétaire dans la cohabitation humain-chien en ville? En fait, le propriétaire, avant d'adopter un chien, qui prend la responsabilité d'adopter un chien, doit veiller, bien sûr, au bien-être et à la sécurité de ce chien-là pour toute la vie de l'animal. Compte tenu de l'espérance de vie d'un chien, c'est donc un engagement à long terme. Avant d'adopter un animal, bien sûr, il doit prendre en compte les particularités de cet animal-là qui est relié les particularités du chien, les particularités reliées à la race aussi. Il doit prendre en compte son foyer pour
pour pouvoir, en fait, donner un lieu de vie approprié à son animal. Il doit tenir compte de son mode de vie puis du temps qu'il aura pour s'occuper de son animal, c'est-à-dire de son éducation, de lui donner de l'occasion de lui faire de l'exercice pour son entretien. Il doit aussi tenir compte de ses loisirs, de ses voyages, puis des dépenses là, qui devront être faites pour les soins de base, les soins préventifs, puis les urgences médicales. Alors, quand on regarde tous ces facteurs-là, il y a tellement de facteurs à considérer que l'acquisition d'un chien, ça ne peut pas être un geste impulsif. Mais en plus, lorsque un animal adopte un chien en milieu urbain, le milieu urbain, en fait, c'est un espace de vie qui est restreint. C'est là où la population elle est élevée. Alors, c'est sûr que les interactions qui vont impliquer les chiens vont être à risque élevé également. Alors, le propriétaire, il doit continuer le travail d'éducation qui a été amorcé chez l'éleveur. Il doit, en fait, enseigner à son chien les bonnes manières pour qu'il devienne un bon citoyen canin. Donc, il devra, de façon minimale, entraîner son chien au commandement de base. Assis, reste, vient, utiliser évidemment des méthodes de renforcement positif. Il devra aussi établir une communication efficace avec son animal, c'est-à-dire qu'il devra comprendre le langage de son chien et puis il devra être en mesure de déceler ses réactions pour prévenir les actions que son chien pourrait avoir pour éviter des conséquences néfastes. Alors là, on pense, par exemple, un chien qui voudrait courir après un écureuil de l'autre côté de la rue, d'une rue achalandée de trafic. Le propriétaire aussi, il devra garder le contrôle en tout temps sur son animal, puis il devra aussi reconnaître que ce ne sont pas tous les citoyens de la ville qui sont à l'aise avec les animaux. Le propriétaire, devra ramasser les excréments de son chien et les éliminer de façon la plus écologique. Bref, le propriétaire aussi doit respecter la réglementation qui est mise en place. Oups, je m'excuse. Oui. Alors, quelles sont les responsabilités de la ville dans une cohabitation humain-chien en ville? Alors, la ville, elle est responsable d'établir les règlements qui diffèrent d'une ville à l'autre. Les règlements sur les nuisances, les licences, les permis, le type et le nombre d'animaux permis qu'une personne peut garder. Elle doit mettre en place un environnement qui soit harmonieux pour l'ensemble de ses citoyens, qu'ils soient propriétaires de chiens ou non, et elle aussi doit tenir compte qu'il y a des citoyens qui peuvent être effrayés par la présence de chiens. Elles doivent prévoir dans ses aménagements, dans les plans de ses aménagements, des espaces d'exercice canin diversifiés, variés et agréables. Parce qu'on sait que l'exercice physique chez le chien, c'est vraiment important. Ça lui permet de dépenser son énergie, de réduire le stress, l'ennui et de prévenir certains comportements qui pourraient être indésirables. Alors, on sait qu'il existe différents facteurs qui peuvent compromettre le bien-être d'un animal, peu importe le milieu dans lequel il se retrouve. Par contre, quels sont ceux lorsque le chien est en milieu urbain? Il y a des facteurs qui sont liés au propriétaire, il y a des facteurs liés au chien, à l'environnement et à la ville proprement dite. Les facteurs liés au propriétaire, je vais répéter encore une fois, mais la ville, c'est un univers qui est fort en stimuli, puis le chien, il doit être préparé à vivre toutes sortes de situations. Alors, par manque de connaissance du langage canin, par manque d'écoute de son chien, par manque de contrôle sur son chien, le propriétaire il pourrait placer son chien dans une situation qui le rendrait inconfortable, puis que là, il serait susceptible de générer un conflit ou encore une situation, une conséquence néfaste. Il y a des facteurs qui sont liés au chien. Le chiot va grandir avec le bagage qu'il aura à la naissance, à la génétique, sa génétique, aux expériences de vie positives et négatives qu'il aura acquises et aussi par la socialisation qu'il aura eue avec les personnes puis les autres chiens.
On sait que le développement du chiot de la naissance à 8 semaines, c'est crucial pour que le chiot devienne un bon animal de compagnie. Une exposition insuffisante ou inappropriée à la mère, la fratrie ou aux humains, puis des conditions de garde déficientes peuvent nuire au développement cognitif de l'animal et occasionner des problèmes de comportement chez l'adulte. Une socialisation inadéquate, des méthodes d'apprentissage négatifs prédisposent à la peur chez l'animal, chez le chien, puis la peur aussi peut le rendre à risque de développer de l'anxiété. Il y a des facteurs qui sont liés à l'environnement. En fait, le propriétaire, il pourrait faire face à quelques obstacles si les aménagements en espace canin sont inappropriés pour son animal ou encore absents et que leur gouvernance est déficiente. Alors, ce propriétaire-là, il devra vraiment prendre des solutions de rechange pour répondre aux besoins d'exercice et de socialisation de son animal. Et finalement, il y a des facteurs qui sont liés à la ville. En fait, c'est une étude récente qui aurait mis une association entre la peur chez le chien et le milieu urbain. C'est-à-dire qu'un chien vivant dans un milieu qui est plus urbanisé aurait davantage peur des étrangers et des autres chiens. En comparaison avec l'espèce humaine, les humains auraient un taux plus élevé de désordres mentaux lorsqu'ils habitent en ville comparativement en milieu rural. Comme le chien puis l'humain partagent le même environnement, il est pensé que les facteurs environnementaux comparables pourraient être en cause dans cette association-là chez les deux espèces. Par contre, comme c'est une étude qui manque encore de littérature et des recherches plus approfondies sont nécessaires pour pouvoir tirer des conclusions significatives. En fait, un exemple là, concret de la manière dont tous ces facteurs-là peuvent s'illustrer en société, c'est-à-dire que le facteur soit lié au propriétaire, au chien ou encore à l'environnement, la ville, ça peut avoir comme conséquence de diminuer les occasions d'activité pour l'animal qui aura moins de possibilités de dépenser son énergie. C'est sûr que ça va agir sur le stress de cet animal-là, sur son ennui, puis ça pourrait provoquer certains comportements indésirables, certains problèmes de comportement. Un propriétaire, en contrepartie, pourrait être moins assidu à vouloir faire des activités avec son chien, un chien qui est peureux, anxieux, parce qu'il a de la difficulté à voir venir les gestes imprévisibles de son chien, ou il pourrait avoir peur de manquer de contrôle sur son chien. Fait que ça peut rendre les propriétaires stressés également. Fait que là, il y a comme un cercle vicieux. Là, le propriétaire, il sort moins parce qu'il a moins confiance à son chien devient plus ennuyé, plus stressé, et ainsi de suite. Puis finalement, l'abandon serait le résultat malheureux d'une relation qui ne s'est pas bien passée. Les raisons pour lesquelles les animaux sont abandonnés, retrouvés en refuge, c'est l'agressivité puis les problèmes de comportement. Et les déménagements, le logement, puis les problèmes personnels, c'est les facteurs les plus importants du côté du propriétaire. En fait, quelles seraient quelques pistes de solutions pour une cohabitation humain-chien réussie en ville? C'est clair que la ville puis les propriétaires ont une réelle responsabilité partagée pour une cohabitation réussie. Alors, la ville, aménager des espaces variés, sécuritaires, agréables pour les chiens comme pour les humains. Ça veut dire, puis en tenant compte que les chiens sont de différentes tailles, puis ils ont différents tempéraments aussi, puis qu'ils ont en fait un goût plus ou moins prononcé pour faire de la socialisation avec les congénères.
Donc, faciliter l'accès à des espaces verts, à des espaces naturels, à des parcs, à des sentiers, déterminer des horaires permettant l'accès aux chiens à certaines heures de la journée avec ou sans laisse. Sensibiliser les citoyens, en fait, les propriétaires de la garde responsable de leurs chiens, en fait. On peut prendre l'exemple sur la ville de Calgary qui a monté un programme de bénévoles, en fait, qui arpentent les espaces canins où les animaux sont laissés libres pour, en fait, sensibiliser les citoyens aux règles de bonne conduite, aux interactions positives avec les chiens. Puis aussi, ça assure une certaine sécurité dans les parcs à ces endroits-là. Sensibiliser aussi les citoyens au comportement à adopter en présence de chiens. Il faut toujours se rappeler que ce n'est pas tous les citoyens qui sont à l'aise avec les chiens. Donc, il y a de la sensibilisation à faire à ce niveau-là aussi pour le partage du territoire. Encadrer les activités d'élevage responsable de chiens sur les territoires urbains et, du même coup, sensibiliser la population sur l'importance de se procurer un chien d'un élevage professionnel et responsable. Puis à cet effet aussi, le MAPAC a mis sur pied un groupe de travail qui s'est penché sur la régie de la reproduction des chiens au Québec. Et il y a un rapport sur l'encadrement des éleveurs qui a été rédigé et qui sera pris en compte là, dans le projet de règlement sur le bien-être et la sécurité des chiens. Et dernièrement, même si la Ville n'a probablement pas beaucoup de pouvoir à ce niveau-là, peut-être pourrait-elle encourager le dialogue sur le logement, parce que malheureusement, il y a une grande proportion de propriétaires qui sont réticents à louer leur appartement à des propriétaires de chiens. Contrairement à la croyance populaire, le chien peut être très heureux en appartement si ses besoins fondamentaux sont satisfaits. Alors, est-ce qu'un programme social bon locataire canin pourrait être mis en place et permettre aux locataires d'habiter avec leurs chiens? Maintenant, du côté du propriétaire, évidemment, c'est d'éviter les achats impulsifs et se procurer son animal d'une source responsable et fière, parce que c'est de là que tout part, en fait. Comprendre le langage canin de son chien. Est-ce que les nouveaux propriétaires devraient suivre des cours d'éducation canine? On sait que la Suisse, en fait, avait cette obligation de cours-là qui avait été abolie et maintenant, ils les ont remis obligatoires. Les cours d'éducation canine, en fait, sont là pour intégrer en fait, le chien à la vie en société. Puis aussi, on a remarqué que les refuges qui utilisent des programmes de formation sur le comportement ont des meilleurs taux de succès pour l'adoption de leurs animaux puis la rétention des animaux dans leur nouveau foyer. Puis, bien sûr, c'est ça, donc comprendre pour le propriétaire le langage de son chien. Fait qu'à la fin, en mot de la fin, la sensibilisation et l'éducation, pour moi, semblent les orientations à privilégier pour l'amélioration du bien-être des chiens et des humains en ville. Merci. Merci bien, Dr. Gagnon. Donc là, je vais vous demander d'arrêter votre partage d'écran pour permettre à Dr. Desmarchelier de partager son écran et de commencer. Voilà, est-ce que vous m'entendez bien et que vous voyez bien mon écran? Tout à fait. Super. Alors, voilà, ça devrait bien marcher. Merci beaucoup, Marie-Claude,
pour cette première présentation qui nous a vraiment bien rappelé tout le contexte des chiens en ville. Donc, moi, je vais prendre la suite, en fait, pour aller voir. Oups, ah oui, c'est vrai, zoom. La problématique un petit peu suivante. Donc là, on a parlé de comment tout faire pour établir le bien-être du chien, en fait, ce que je pourrais appeler sa santé mentale, en fait. Donc la santé mentale qui n'est pas l'absence de maladie mentale, mais juste le fait que l'animal est un bon bien-être psychologique, finalement. Et il faut faire en fait la différence entre ce bien-être-là et les problèmes de comportement beaucoup plus avancés qui peuvent aller jusqu'à la maladie mentale. Donc c'est un espèce de continuum et tout ce dont Marie-Claude vient de parler dans les problèmes de bien-être et qui peuvent entraîner, elle a mentionné certains problèmes de comportement, ça peut aller à jusqu'à des conditions qui soient des problèmes beaucoup plus importants. Et puis, je vais essayer de mettre tout ça dans le contexte de la pandémie, évidemment, puisqu'en ce moment, c'est pas mal ça. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a problème de comportement et problème de comportement. Donc, on peut parler d'un chien qui saute un peu, qui tire sur la laisse, qui est mal élevé, qui est mal éduqué. C'est un problème de comportement. Moi, ce que je vois comme un peu psychiatre des animaux, c'est plutôt ce genre de choses. Alors désolée pour les images un petit peu graphiques. Donc bah, ça, c'est un chien qui a fait une crise de panique, quand il était tout seul, dans l'appartement et qui a traversé la fenêtre pour sortir. Donc quand on parle d'anxiété de séparation, vous voyez, il y a un peu tous les, niveaux. Alors ce chien-là, vous inquiétez pas, il s'est un petit peu blessé, mais il s'en est quand même très bien remis. Donc, je voulais juste vous illustrer qu'il faut faire un petit peu attention de quoi on parle, parce que quand on utilise le terme problème de comportement, ça peut être extrêmement large et extrêmement varié. Et des fois, quand on ne s'entend pas ou qu'on dit oui, mais non, mais si, mais ça, c'est juste qu'on ne parle pas de la même chose. Donc, attention, on va bien préciser un petit peu euh, si on parle d'un problème de comportement parce que le chien a un manque d'éducation ou parce que le chien a une maladie. Parce qu'évidemment, le traitement et la gestion, la prise en charge et les impacts sur la santé publique aussi vont être extrêmement différents dans les deux cas. Donc, petit rappel de ce qui impacte le comportement, en fait, que ce soit des animaux ou de nous, c'est exactement la même chose. Marie-Claude l'a déjà mentionné, mais la première chose, la plus importante peut-être, ou je ne sais pas si c'est la plus importante, mais en tout cas, c'est la génétique. Hein, parce que si on n'a pas dans nos gènes le code pour un certain comportement, comme moi, je peux vouloir voler autant que je veux, j'y arriverai probablement jamais, parce que je n'ai pas ce comportement-là dans mes gènes. OK? Mais la deuxième chose, c'est d'exprimer ces gènes-là et l'environnement, en fait, a évidemment un énorme impact. Et encore une fois, Marie-Claude a mentionné de très nombreux facteurs environnementaux, notamment en ville, qui vont impacter le comportement des chiens. Ce qu'on sait un petit peu moins souvent, c'est à quel point l'environnement a un effet sur la génétique. Donc, si vous me connaissez un petit peu et que on a déjà parlé de personnalité, j'aime pas du tout parler de personnalité parce que c'est souvent associé à quelque chose qui est uniquement lié à la génétique, alors qu'en fait, maintenant, on sait que l'environnement affecte la génétique et c'est ce qui s'appelle l'épigénétique. Donc, en fait, euh, l'environnement et la génétique vont ensemble interagir l'un sur l'autre pour résulter dans le comportement du chien. C'est très important de comprendre ça parce que, évidemment, on va arriver éventuellement à parler de prévention et si on ne comprend pas ce qui cause vraiment à l'intérieur du chien les problèmes qu'on pourrait observer, on ne pourra pas comprendre comment les gérer ou comment les prévenir. Et puis un autre appel aussi, c'est que c'est souvent difficile quand on regarde les chiens de dire c'est noir ou blanc. Puis sûrement que beaucoup d'entre vous on parle beaucoup d'évaluation de la dangerosité chez les chiens en ville. Et est-ce qu'il est dangereux ou pas dangereux? C'est pas oui ou non. Entre les chiens qui sont tout en haut de l'échelle ici, donc une courbe de Gauss, une courbe normale, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce genre de courbe, en fait, la majorité des gens ou des chiens
chiens vont se retrouver au milieu. Donc, et puis, il y a des extrêmes. Donc, par exemple, là, c'est sur l'intelligence, c'est relativement facile. Donc, des personnes qui seraient moins intelligentes, des personnes qui seraient des génies, et puis la plupart d'entre nous ici au milieu. Ben, avec les problèmes de comportement, c'est exactement la même chose. Donc, il va y avoir des chiens qui ont des problèmes extrêmement majeurs, qui vont se retrouver ici ou ici. Et puis, il y en a qui vont être en plein milieu, chien sans aucun problème, mais toute la zone grise peut être problématique. Donc, rappelons-nous que c'est un espèce de continuum. Et puis aussi, si un chien était ici, il va pas se rendre ici en 2 secondes en général. Il va y avoir toute une transition. Et si on est capable d'intervenir dans la transition pour le ramener ici, ce sera beaucoup mieux. OK, et ça, bah, c'est valable en santé mentale, que ce soit pour les chiens, ou pour les humains, c'est un petit peu la même chose. Quand on va bien, bah, il ne faut pas attendre de se rendre dans le rouge où on va très, très mal. Quand on commence à aller moins bien, quand on voit que le chien commence à avoir des signes qu'il y a un problème de comportement, de le ramener à la normale, d'intervenir à ce moment-là, c'est beaucoup mieux. Donc, vous allez voir pourquoi je vous explique tout ça, parce que c'est important qu'on comprenne ces concepts-là pour essayer de comprendre un petit peu dans le contexte de la pandémie et des chiens en ville, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, quand on parle des problèmes de comportement des chiens en ville, la première chose souvent qui nous vient à l'idée, surtout quand on parle de santé publique, c'est l'agression. Alors, la question que je me suis posée pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que les problèmes d'agression qui sont un problème de santé publique important, il y a beaucoup de déclarations, beaucoup de rapports de chiens qui sont suspectés dangereux ou confirmés dangereux dans les villes. Ça prend beaucoup de ressources hein, pour gérer ces animaux-là. Est-ce que ça va être pire avec la pandémie? Alors, on peut regarder un petit peu, est-ce qu'il y a certains facteurs favorisants? En fait, le fait que les chiens, aient été parfois élevés, donc toute la vague d'adoption qu'on a eue dans la pandémie, c'est toujours la loi de l'offre et de la demande, et comme il y avait une grande demande, eh bien, il y a des gens qui d'habitude n'élevaient pas des chiens, qui se sont improvisés éleveurs de chiens. Peut-être qu'il y a eu plus d'usines à chiots et cetera. J'ai pas de chiffres là-dessus, mais on sait qu'il y a eu beaucoup d'adoptions. On a vu tous des annonces qui n'avaient aucun sens sur Kijiji et cetera. Donc on sait qu'il y a probablement des chiens dont la génétique, n'est probablement pas idéale. Donc on a vu la génétique, l'environnement. Est-ce que l'environnement a été favorable, à un développement équilibré du chiot? Probablement pas. Pendant la pandémie, pas toujours. Donc les «mauvais éleveurs» entre guillemets, non éthiques, ont peut-être pas stimulé suffisamment et socialisé suffisamment ces chiens-là. Même une fois qu'ils ont été adoptés, c'était très difficile de socialiser les chiens à d'autres chiens ou à d'autres personnes, et donc tous ces problèmes-là se retrouvent, et pourraient favoriser de l'agression. Le fait d'avoir des nouveaux propriétaires inexpérimentés, donc ça, Marie-Claude l'a très bien expliqué, le langage corporel, qui ne savent pas bien lire, et cetera, évidemment, ça peut favoriser ça aussi. Le fait que l'accès aux cours d'éducation canine ait été limité pendant la pandémie. Il y en a eu par téléconsultation, mais il y avait moins de cours, moins de contacts. Ça, c'est probablement un facteur favorisant aussi. Et enfin, le fait qu'il y avait beaucoup de chiens, beh, peut-être que les «bons éducateurs» entre guillemets étaient débordés, et que les gens ont été forcés à faire confiance à des gens, qui peut-être n'étaient pas aussi professionnels qu'ils le faisaient croire. On a tous vu, des histoires assez, effrayantes dans les médias, je pense à ce sujet-là. Donc, petit rappel rapidement, il y a plein de façons de voir les périodes de sociabilisation chez le chien. C'en est juste une que j'ai prise un peu comme exemple, mais on ne se battra pas sur les chiffres et les nombres de semaines aujourd'hui parce que ça dépend même des races de chiens, etc. Mais ça, c'est le développement comportemental du chien. Puis ce qui est important de voir, c'est que le chien va d'abord se sociabiliser aux chiens, évidemment, puis aux autres espèces comme l'humain. Et en fait, si on se rappelle un peu, hein, si on se ramène aux loups, par exemple, les louveteaux, beh, toute la période où ils sont tranquilles dans la tanière avec leur mère, ils n'ont pas besoin d'avoir peur de rien, ça sert à rien. Là où ils vont devoir avoir peur de tout ce qui est nouveau, c'est quand ils vont commencer à s'aventurer loin de leur mère. Donc après
le sevrage. Vous voyez ici, First Fear Imprint Period, c'est là où le louveteau ou le chiot, quand il commence à se promener tout seul, eh ben, il est mieux d'avoir peur de tout parce que ces choses-là peuvent être un danger. Et c'est là qu'il va expérimenter et apprendre, est-ce que ça, j'ai bien raison d'en avoir peur ou ça, finalement, ça arrive sans arrêt et ça ne devrait pas me faire peur. Donc, il y a chez le chien des périodes qui sont très importantes dans lesquelles le chien doit être exposé à plein de choses parce que c'est les périodes où biologiquement son cerveau est programmé pour apprendre toutes ces choses-là et décider, OK, c'est normal d'avoir peur de ça, c'est normal ou ça, il ne faut pas en avoir peur. OK? Et que ce soit au niveau sociabilisation, mais aussi environnemental. Donc, s'ils vivent en ville, de s'habituer dans cette période-là à beaucoup de trafic. Beaucoup de trafic, beaucoup de bruit, etc. Ce qu'on n'a pas nécessairement eu pendant les périodes de confinement. OK? Mais ce qui est intéressant, c'est que quand même, le cerveau a une certaine neuroplasticité. Alors, je ne m'énerverai pas non plus à dire que les chiens qui n'ont pas été sociabilisés pendant cette période-là ont zéro chance d'être sociabilisés. Ce pas des oiseaux qui sont imprégnés dans une certaine période, puis en fait, même chez les oiseaux, c'est remis en question. Notre cerveau a une capacité de s'adapter qui est incroyable. On peut apprendre à jouer du piano à 60 ans, il n'y a aucun problème, vous allez être capable. Est-ce qu'on sera aussi bon que quand on avait 5-6 ans? Probablement pas. Probablement que ça va être un petit peu plus difficile, mais on est capable. D'accord? Notre cerveau, toute notre vie apprend. Pendant longtemps, on a pensé que le cerveau apprenait, faisait des nouvelles synapses ou des nouveaux neurones que jusqu'à l'âge de 18-20 ans. En fait, on s'est rendu compte, puis il y a des modèles expérimentaux animaux qui le démontrent très bien, que non, nous sommes capables de nous adapter. Et la preuve, hein, dans cette dernière année, qu'est-ce qu'on s'est adapté? On pensait que ce n'était pas possible de faire du télétravail, on pensait que ce n'était pas possible de ci, de ça, et puis finalement, c'est devenu notre nouvelle normale. Notre cerveau a pris quelques semaines. En général, ça prend un bon 3 semaines à s'adapter. Et puis, ça devient la nouvelle routine, et puis c'est facile pour notre cerveau. La preuve, hein, au début, plus personne ne voulait faire du télétravail, c'était donc bien la fin du monde de travailler chez nous. Et puis, résultat, maintenant, plus personne veut retourner au bureau. Donc, c'est ça la neuroplasticité. Quand on va retourner au bureau, et ben, finalement, au bout d'à peu près 3 semaines, on sera bien content. OK? Chez les chiens, c'est la même chose. Donc, tous ces facteurs-là, oui, sont problématiques, mais probablement que chez la majorité des chiens, la neuroplasticité va faire son chemin. Maintenant, si on prend un autre exemple qui est l'anxiété de séparation, qui est quelque chose qui est une grosse problématique qui revient souvent. Je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire ce qui va se passer, mais c'est certain qu'il y a certains facteurs favorisants qu'on retrouve, hein, que j'avais mentionné dans l'agression. Mais le fait que ces chiens-là n'aient jamais été laissés seuls avant l'âge adulte, que les gens étaient toujours en télétravail à la maison avec leurs chiens, les sortaient beaucoup de fois par jour, etc. Le fait que d'un seul coup, on ait une nouvelle routine qui puisse impliquer que le chien reste seul pendant de très longues périodes alors qu'il ne l'a pas été pendant ces 18 premiers mois, il est clair que ça va demander un changement de routine. Mais comme je viens de vous le démontrer, la plupart des animaux vont avoir la neuroplasticité quand même pour faire ça. Alors, est-ce que ça va être plus dur pour eux? Oui, ça va être comme nous qui apprenons à faire du piano ou à apprendre une nouvelle langue à l'âge adulte versus un enfant, mais on va finir probablement par y arriver, à moins qu'on ait des maladies du cerveau. Alors, il va quand même y avoir des défis, même si on va y arriver. Je pense que nous, toute la communauté qui travaillons avec les chiens ou qui avons des chiens, on peut être prêt à ça et puis regarder est-ce qu'on peut prévenir un petit peu les choses. Puis en fait, très souvent, on pense qu'on peut prévenir l'agression, prévenir l'anxiété de séparation. En fait, je vais vous décevoir, mais en fait, prévenir complètement, on ne peut pas. Il y a plusieurs études qui ont cherché, notamment au niveau de l'anxiété de séparation, qui ont testé différents protocoles en disant, mais si on fait des départs progressifs comme ça va bien aller. Si on donne beaucoup d'informations, ça va bien aller. Si on met un autre chien aussi, ça va bien aller. En fait, non. C'est impossible de prévenir complètement l'anxiété de séparation. Il y a une énorme base génétique. Il y a certains chiens qui vont finir par s'habituer à être tout seuls et il y a certains chiens qui vont à chaque fois être de pire en pire. Leur cerveau se met en mode panique et ils vont avoir besoin d'une intervention pour traiter leur anxiété de séparation. Mais ça ne veut pas dire que ensemble, comme communauté, nous ne pouvons rien faire pour prévenir tous ces problèmes-là de bien-être, de comportement, voire de santé mentale, maladie mentale chez nos chiens en contexte de pandémie. Donner de l'information, ça va être
donner de l'information, ça va quand même permettre de diagnostiquer des problèmes de façon précoce, adaptée. Et comme je vous ai dit, hein, d'intervenir quand on n'est pas encore tout en bas de la courbe, là, quand on commence à avoir des problèmes. Et à ces moments-là, de faire une thérapie comportementale, donc de l'éducation canine, des interventions comportement, ça va éviter qu'on se rende à des extrêmes qui pourraient conduire à des abandons. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire quand même pour essayer d'aider les chiens, prévenir l'anxiété de séparation et essayer d'éviter que l'agression ne dégénère. Okay. Rappelons-nous un peu en conclusion que l'inverse peut aussi arriver. Hein. Les chats, eux, ils vont peut-être aller mieux quand on va retourner au travail. Ça, c'est mes chats. Je pense qu'eux, ils sont exactement pareils là en ce moment à côté de moi. Ils sont un peu moins heureux qu'on soit là. Il y a eu beaucoup de maladies liées au stress chez les chats depuis 1 an. Et puis donc en conclusion, rapidement, c'est que je veux que vous reteniez que les problèmes de comportement qu'on voit, c'est pas tout la faute du propriétaire, c'est pas tout la génétique, c'est un mix des deux. Parfois, il y a des conditions médicales sous-jacentes, des problèmes de thyroïde par exemple, ou d'autres hormones qui peuvent aussi être impliquées, donc il ne faut pas juste blâmer le propriétaire. Et puis qu'en mettant en place une thérapie comportementale, des bons ajustements de l'environnement et parfois une médication quand c'est nécessaire, on va pouvoir gérer très bien ces problèmes-là. Donc, informons tous les propriétaires de nos nouveaux pandemic puppies. Et puis, je suis quand même optimiste que on peut bien gérer ça, que la majorité des chiens vont bien aller. Marie-Claude a mentionné que l'agression et les problèmes de comportement, dont l'anxiété, sont une cause d'abandon importante. C'est extrêmement triste parce que beaucoup de cas peuvent se traiter très facilement. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis, on va répondre aux questions tout à l'heure. Oui, merci beaucoup, Marion. Donc là, j'inviterai Catherine à partager son écran et commencer sa présentation. Parfait. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Parfait, super. Alors, bonjour à tous. Un grand merci pour l'invitation à présenter ici. On fait concurrence avec le beau soleil à l'extérieur, donc merci de votre présence. Puis, pour bâtir sur les présentations de mes collègues, mon objectif aujourd'hui est de couvrir vraiment les facteurs humains impliqués dans les relations humains-animaux, dont en particulier les relations humains-chiens. Alors, moi, je suis psychologue sociale de formation. J'ai mené beaucoup de recherches sur la discrimination, les préjugés, les relations entre les groupes sociaux, l'appartenance au groupe aussi, le bien-être psychologique. Puis, en fait, il y a plusieurs de ces théories-là, de ces phénomènes-là qui s'appliquent aussi particulièrement bien aux relations humains-animaux. Donc, je vais vous en parler. Puis, avec un focus sur les chiens, puis justement, au niveau des chiens, je veux juste mentionner, c'est en fait notre grand labrador Elsie qui a aussi en partie inspiré ces recherches-là sur les relations humains-animaux que je mène depuis un peu plus de 10 ans. Donc, au niveau des thèmes et puis des grandes questions que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est justement en quoi la relation humain-chien en particulier, elle est unique. Deuxièmement, je voudrais regarder aussi quels sont les bienfaits de cette relation-là pour les humains au niveau du bien-être et de la santé mentale, mais aussi, chose très importante, troisièmement, quelles nuances doit-on d'apporter dans ces liens-là entre la présence des animaux et le bien-être humain? Puis finalement, je voudrais aborder la question comment les relations humains-animaux peuvent être un reflet de nos relations avec les autres humains. Puis pour illustrer ça, je vais vous présenter 2 études qui ont été menées dans mon laboratoire de recherche. Donc, pour la première question, en quoi la relation humain-chien est-elle unique? Alors, on a Hare et Tomasello et leurs collègues qui ont, dans une série d'études, démontré en fait que les chiens ont des capacités uniques à décoder les comportements humains, en particulier les comportements non verbaux. Ils sont capables de suivre lorsqu'on leur pointe des objets, par exemple. Ça serait dû à la très longue cohabitation puis à la domestication des chiens puis leur vie en collaboration avec les humains. On a Alice Roberts aussi dans son livre « Tamed », qui a proposé que la présence des chiens aurait contribué directement à l'évolution humaine. Bref, on ne serait pas où on serait rendu comme humain si ce n'avait pas été de la présence des chiens, qui nous ont aidés à chasser, qui nous ont protégés, qui nous ont aidés à gérer les animaux de la ferme, par exemple. Puis sur une note beaucoup plus émotionnelle et affective, Clive Wynne, dans son livre « Dog is Love », a proposé que les chiens ont une capacité vraiment très particulière d'établir des liens émotionnels
avec les humains, mais avec les individus de d'autres espèces animales aussi. Donc, il y aurait vraiment quelque chose de très fort dans la capacité des chiens à aimer. C'est ça qui les aurait attachés autant à nous aussi. Mais ça fait aussi en sorte qu'on devient responsable, comme Marc-Claude le mentionnait, toute la responsabilité des propriétaires de chiens à subvenir à leurs besoins, entre autres aux besoins affectifs. Puis en psychologie sociale, il y a aussi eu des recherches qui ont démontré en quoi les chiens sont particulièrement valorisés par les humains. Par exemple, mon collègue Bob Bastian a démontré que les chiens sont perçus comme étant l'espèce animale comme ayant le plus d'esprit, qui était conceptualisé comme une grande intelligence, puis même un sentiment d'agentivité, la capacité à avoir des buts, des objectifs. Puis aussi, c'était parmi les animaux les moins mangeables. Bon, ici, on parle d'échantillons de personnes plutôt occidentales. Sevillano et Fils, quant à elles, ont démontré que parmi 25 espèces d'animaux, les chiens seraient évalués comme étant les plus compétents et comme étant les plus chaleureux, les plus amicaux. Donc, il y aurait vraiment quelque chose au niveau de nos évaluations des chiens par rapport à d'autres espèces animales qui ferait en sorte qu'ils seraient quand même perçus de façon assez unique. Maintenant, on se pose la question, quels sont les bienfaits de cette relation-là pour les humains en termes de bien-être, en termes de santé? Bien, on peut penser, par exemple, aux chiens d'assistance, puis à tous les bienfaits et le bien-être qu'ils vont procurer à leur manière. D'ailleurs, il y a une grande méta-analyse faite par Kerry Rodriguez qui a démontré que dans environ un tiers des effets statistiques, les effets étaient justement très positifs de la présence de chiens d'assistance sur la santé des humains. Dans les thérapies assistées par l'animal, on voit que les chiens sont utilisés très souvent, puis que leurs effets dans ce contexte-là peuvent être très bénéfiques, des effets qui sont relativement modérés à élevés au niveau statistique. Maintenant, en ville en particulier, étant donné le thème de notre webinaire, en ville, c'est très clair, les chiens encouragent la marche, l'activité physique. Les propriétaires de chiens ont tendance à marcher davantage que ceux qui n'en ont pas dans certaines études. Mais au-delà de ces bienfaits-là au niveau de l'exercice, les chiens encourageraient même les interactions entre humains. Quand on se promène avec le chien, on va au parc à chiens, les espaces dans la ville peuvent procurer ces échanges-là entre humains. Donc, il serait un agent de socialisation. Puis, les propriétaires de chiens rapportent aussi un sentiment de communauté qui peut être plus élevé. Donc, ils représenteraient en somme un capital social. Il ne faut pas oublier par ailleurs l'impact que les humains ont directement sur le bien-être des chiens. Il y a certaines études qui s'intéressent à ça, dont une dont je veux vous parler, menée auprès de 104 diades humains et leurs chiens, propriétaires de chiens et leur animal. Le bien-être des chiens est évalué par des vétérinaires. Puis, ce que les chercheurs ont découvert, tenez-vous bien, c'est que d'abord, les chiens qui étaient le mieux au niveau de leur qualité de vie appartenaient à des gens célibataires, possiblement des gens qui vont avoir plus de temps pour prendre soin de leur animal. Par contre, ils ont aussi découvert que les chiens qui avaient la plus haute qualité de vie, c'était ceux qui appartenaient à des gens qui avaient des très bons liens sociaux avec d'autres humains. Comme si le fait d'intégrer un chien dans notre vie, dans notre quotidien, ça lui procure des bénéfices de façon indirecte. Ça contribue à sa qualité de vie. Maintenant, quelle nuance doit-on d'apporter par contre? Parce qu'on vit dans on voit présentement dans un zeitgeist dans les médias, etc., comme quoi la présence des animaux domestiques peut être à peu près automatiquement bénéfique au bien-être et à la santé humaine. Dans les faits, quand on scrute la littérature scientifique sur cette question-là, ce qu'on voit, c'est que oui, en effet, la présence des animaux domestiques a été associée à un bien-être psychologique, à une santé humaine accrue dans un bon nombre d'études. Mais il y a d'autres études qui ont démontré que les propriétaires d'animaux domestiques, comparativement à ceux qui n'en ont pas, ont une moins bonne santé mentale, par exemple. Puis d'autres études encore ont démontré un lien non significatif entre le fait d'avoir un animal, d'être en présence d'animaux domestiques, puis le bien-être, la santé humaine. Donc, il y a vraiment des associations qui s'en vont dans différents sens à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment important à ce moment-ci dans la littérature de regarder les modérateurs possibles de ces liens. En d'autres mots, pour qui, puis à travers quel mécanisme la présence des animaux domestiques peut être bénéfique pour les gens. Nous, dans une grande recension à grande échelle publiée dans le Psychological Bulletin, quand on s'est mis à éplucher cette littérature-là, on a vu, par exemple, qu'il y avait quand même pas mal d'études qui faisaient ressortir l'aspect de l'âge. C'est-à-dire que
pour les enfants et pour les personnes plus âgées, il semble que la présence d'un animal domestique soit plus bénéfique au bien-être, alors que pour les adultes d'âge moyen, il y aurait moins ces effets bénéfiques-là qui seraient présents. Ça suggère que le temps disponible, toutes les autres contraintes de la vie peuvent rentrer en ligne de compte aussi, le temps disponible, la santé, la capacité des gens à prendre soin d'un animal. C'est sûr que là, il faut regarder aussi quel animal domestique les gens vont avoir. Ce n'est pas la même chose d'avoir un braque allemand qu'un reptile, mais les ressources restent quand même une variable importante. Un autre modérateur potentiel, c'est la nature du lien à l'animal domestique. Donc, il y a des recherches très intéressantes, par exemple, sur les styles d'attachement à l'animal domestique qui permettent de déterminer pour qui la présence d'un animal va être plus bénéfique au bien-être, puis aussi au niveau de la compatibilité. Les gens ont découvert qu'une plus grande compatibilité perçue entre notre propre personnalité et la personnalité de l'animal domestique prédisait un bien-être psychologique humain accru. Maintenant, on peut aussi se poser la question, est-ce que les relations humains-animaux offrent un reflet de nos relations avec les autres humains? On peut rentrer justement dans la nature plus profonde de notre relation avec ces autres animaux-là. Puis, à ce sujet-là, il y a l'anthropologue Claude Lévi-Strauss qui a proposé que animals are good to think with. Alors, ce qu'il proposait par là, ce qu'il voulait dire par là, c'est que si on étudie, si on vise à comprendre nos relations avec les autres animaux, mais d'une part, ça va peut-être nous permettre de mieux comprendre notre propre soi humain. Puis d'autre part, ça va peut-être aussi nous aider à comprendre la structure de nos sociétés, la structure de nos liens plus macroscopiques aussi. Puis en psychologie sociale, il y a des théories qui sont utilisées, les théories des relations intergroupes, qui visent à comprendre justement les interactions entre les groupes sociaux, les gens qui appartiennent à des groupes sociaux diversifiés. Puis, selon moi, ces théories-là offrent une perspective vraiment intéressante pour comprendre la nature de nos relations avec les autres animaux, puis possiblement aussi des pistes de solutions. Donc, les théories des relations intergroupes en psychologie sociale, justement, s'intéressent au phénomène de la discrimination puis des préjugés. Puis, quand on transpose ces notions-là au niveau des relations humains-animaux, on retrouve le spécisme, qui est une tendance à vouloir avantager les membres de notre propre espèce plutôt que les membres d'une autre espèce, donc la définition de Peter Singer. Cette définition-là, elle colle très directement à la définition de discrimination qu'on observe et qu'on utilise dans les théories des relations intergroupes. Maintenant, cette discrimination-là, ces préjugés-là, peuvent s'expliquer aussi par la notion d'identité sociale. Donc, on appartient chacun d'entre nous à des groupes sociaux. Puis, cette appartenance sociale-là, cette identité sociale-là, guide nos comportements, guide notre perspective. Puis, en général, au niveau des relations intergroupes, au niveau des groupes humains, ce sont vraiment les identités sociales à des groupes, par exemple, organisationnels, des groupes culturels qui ont été étudiés. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'on peut s'identifier au-delà de ces groupes sociaux humains-là? Finalement, la notion de pouvoir social qui est présente dans les théories des relations intergroupes, elle aussi, elle est pertinente à la compréhension des relations humains-animaux. Si on prend, par exemple, les relations avec les animaux domestiques, dont les chiens, on peut penser que les propriétaires de chiens ont énormément de pouvoir et de contrôle sur leur animal. Ça peut aller même sur des décisions de vie ou de mort qui sont bien sûr, devraient être prises en collaboration avec le vétérinaire, mais ce pouvoir-là, ce contrôle-là qu'on a sur les autres animaux peut être très, très grand. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces relations-là pour qu'elles soient plus mutuellement bénéfiques, possiblement plus égalitaires aussi. Donc, pour donner des pistes dans cette direction-là, je voudrais vous présenter deux exemples d'études qui ont été menées dans mon laboratoire de recherche. On s'est intéressé justement à l'identification aux animaux. Donc, on s'est posé la question, est-ce que les gens peuvent s'identifier aux animaux de façon générale? Puis, nous, les humains, en fait, on fait partie du règne animal, mais on peut avoir tendance à oublier ce fait-là dans la vie de tous les jours. Par ailleurs, si on réussit à s'identifier à tous les animaux, au groupe social qui englobe à la fois les animaux humains et les animaux non humains, possiblement que ça va avoir des conséquences plus positives sur nos relations avec les autres espèces animales, aussi avec les autres animaux.
Dans notre exploration du concept d'identification aux animaux, on a découvert qu'effectivement, les gens peuvent s'identifier au groupe social qui englobe tous les animaux. On peut le faire de 3 façons. Premièrement, on peut ressentir ce qu'on appelle de la solidarité envers les animaux. On peut se sentir engagé envers les animaux. On peut vouloir aussi les aider en cas de besoin. Deuxièmement, on peut aussi percevoir de la similarité envers les humains et les autres animaux. Ça, c'est une dimension qui est beaucoup plus cognitive. Ça implique de percevoir que les humains et les autres animaux partagent des caractéristiques, l'intelligence, des aspects physiologiques, par exemple. Et finalement, la 3e dimension, on peut nous-mêmes être fiers d'un animal, ressentir des émotions positives par rapport à cette appartenance sociale-là, puis reconnaître directement cette appartenance de groupe. Je vais aussi vous parler du contact intergroupe imaginé comme une solution potentielle pour améliorer nos relations avec les autres animaux. Donc, en fait, dans la littérature intergroupe, on voit dans les recherches sur les relations entre humains que le simple fait de s'imaginer un contact avec le membre d'un exogroupe, le membre d'un autre groupe social, ça peut améliorer les attitudes et les comportements envers cet autre groupe-là. Donc, juste pour vous donner un exemple d'une étude portant sur l'identification aux animaux, j'ai focusé sur une qui avait des implications aussi pour les animaux domestiques. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé les gens qui ont des animaux domestiques avec ceux qui n'en ont pas par rapport aux 3 dimensions d'identification aux animaux. Systématiquement, on voit que les gens qui ont des animaux domestiques rapportent plus de solidarité envers les animaux, perçoivent plus de similarité entre les humains et les autres animaux, puis sont davantage fiers aussi d'être eux-mêmes un animal. Donc, il semble que nos liens journaliers à tous les jours avec les animaux domestiques puissent avoir des implications même sur notre sentiment d'appartenance plus large au règne animal. Donc, des liens avec des animaux très précis qui auraient ces conséquences-là beaucoup plus larges. On s'est aussi posé la question maintenant, c'est laquelle de ces 3 dimensions-là qui peut prédire la probabilité d'avoir un animal domestique et aussi le nombre d'animaux domestiques qu'on a. Clairement, ce qu'on voit ici dans les régressions, c'est que c'est la solidarité envers les animaux qui va prédire une plus grande probabilité d'avoir un animal domestique et un plus grand nombre d'animaux domestiques aussi. Donc, cette dimension-là qui réfère à quelque chose de beaucoup plus relationnel, qui implique aussi un certain caring des autres animaux. Alors, c'était assez intéressant au niveau des résultats. Ici, je vais vous guider à travers ce grand tableau-là. Ici, je vous présente une des études qui compose la thèse doctorale de mon étudiante Béatrice Auger, qui s'est intéressée au contact imaginé, en l'occurrence le contact imaginé avec un chien. Donc, pour ces études, Béatrice a adapté une manipulation de contact imaginé développée dans le contexte des relations intergroupes humain-humain, puis elle a demandé à ses participants à la recherche de s'imaginer une interaction avec un chien qu'ils ne connaissaient pas nécessairement. Les gens y pensaient, ils écrivaient sur ce contact-là. Mais cette manipulation-là, très simple, a eu comme effet de rapprocher les gens, leur sentiment d'être proche, d'être connectés des animaux domestiques de façon plus large. Puis, la manipulation de contact imaginé a aussi prédit des intentions comportementales accrues à vouloir soutenir les droits et le bien-être animal. Par ailleurs, ce que Béatrice a aussi découvert, c'est que cette manipulation-là du contact imaginé était particulièrement bénéfique pour certaines personnes. En l'occurrence, les gens qui ont une orientation à la dominance sociale élevée. Pour les gens en fait qui ont une orientation à la dominance sociale élevée, ces gens-là vont croire en une idéologie sociale comme quoi certains groupes devraient dominer certains autres dans la société humaine. Donc, possiblement que ces gens-là créent une distance entre eux et d'autres groupes, dont d'autres espèces animales, par exemple. Donc, ce qu'elle a découvert, c'est que pour les gens qui ont une orientation à la dominance sociale élevée, le fait de faire la tâche du contact imaginé avec un chien, ça a davantage amélioré leurs attitudes envers les animaux domestiques et aussi leurs attitudes envers les animaux de manière générale. Donc, ça offre un peu comme une vitrine, une fenêtre vers l'étude des relations, même humain-humain à ce moment-là.
Alors, je vous remercie beaucoup. On a d'autres études en cours présentement. Ça me fera vraiment plaisir de vous en parler en cours de route aussi, dont une étude, je voyais que la SPA de l'Estrie était présente, une étude en collaboration avec eux. Donc, merci beaucoup. Puis, on pourra prendre à ce moment-là les questions aussi. Je vais arrêter de partager l'écran, excusez-moi. Merci. Merci beaucoup, mesdames. Comme André vous l'annonçait en entrée de jeu, c'est moi qui prends la relève pour animer la période de questions. J'étais très contente de réussir à arriver à temps. Moi, j'étais sur une table ronde qui terminait à 12h30. Les avantages de travailler en ligne. En présence, je n'aurais jamais pu arriver à temps pour vous entendre. Merci beaucoup encore une fois. Alors, j'ai invité les personnes. On est une quarantaine de personnes, mais j'ai l'habitude d'enseigner en ligne maintenant. Alors, je serai aussi à l'aise si vous voulez utiliser la petite main pour lever votre main ou gigoter devant votre écran et pour prendre la parole. Vous pouvez bien sûr aussi écrire vos questions dans la conversation, comme vous le souhaitez, et avec le soutien de Kate aussi, qui est la coordonnatrice de l'Institut Santé Société, on va pouvoir vous donner la parole si vous avez des questions pour l'une ou l'autre de nos trois conférencières. Ben, moi, je vais briser la glace pour donner envie aux gens de poser des questions. En fait, je vais commencer par peut-être une difficile pour vous toutes, ou enfin, difficile pas parce que vous ne sauriez pas y répondre, mais parce que l'enjeu que ça touche est difficile pour tout le monde, je crois. C'est qu'avoir un chien, ça exige des ressources. Ça exige bien sûr du temps, mais ça coûte cher avoir un chien. On nous encourage, Mme Gagnon nous encourageait à aller vers des éleveurs professionnels et on comprend très bien pourquoi, mais on sait aussi que le chien, on va payer ce service-là. Nourrir les chiens convenablement, ça coûte des sous, ça prend de l'espace et pourtant, c'est bon pour les humains. Et Catherine et même Marion nous ont bien montré, en tout cas, que c'est souvent très bon pour les humains d'avoir des chiens, mais ça voudrait dire que ce bien-être-là ne serait disponible qu'aux gens qui sont un petit peu plus privilégiés. Puis je pourrais construire là-dessus en disant, oui, il y a des gens démunis qui ont des chiens, mais ce n'est pas les gens qui ont le plus les moyens, par exemple, d'apprendre quels sont les meilleurs comportements à l'égard des chiens, qui n'ont pas les moyens non plus d'offrir aux chiens des conditions de vie. Et je vous inviterais peut-être à rêver comment on pourrait éviter qu'il n'y ait pas d'inéquité à l'égard de la possibilité d'avoir un chien avec soi. Dans nos sociétés. Qu'est-ce que vous pourriez imaginer qu'on pourrait faire? Catherine? Oui, bien, en fait, ça me fait penser à une étude interventionnelle sur laquelle je suis tombée récemment, justement, sur c'était une intervention qui visait à augmenter la marche chez les propriétaires de chiens, mais cette étude-là en particulier avait aussi recruté des participants qui eux-mêmes n'étaient pas propriétaires de chiens, mais il y avait comme un système où ils pouvaient, dans le fond, les gens pouvaient avoir accès à un chien qui ne leur appartenait pas pour bénéficier des bénéfices de la marche, finalement. Je ne sais pas s'ils pourraient avoir des solutions de cet ordre-là, où il y aurait comme une espèce de partage des ressources, par exemple, qui pourrait exister. En tout cas, cette étude-là avait aussi donné des résultats assez intéressants aussi, là, assez prometteurs. Fait que ça pourrait peut-être être une piste de solution aussi. Merci. Marie-Claude, avais-tu des commentaires? Sinon, je peux... On t'entend pas. Votre micro, Marie-Claude. En fait, ce que je pourrais dire par rapport à cette question-là, effectivement, des fois, on dit qu'avoir un animal de compagnie, ça prend ça prend des ressources financières pour bien s'en occuper.
C'est vrai que j'ai parlé des éleveurs responsables, mais il y a aussi les refuges, hein, ce sont des bons endroits là, pour aller chercher un animal qui est peut-être moins dispendieux là, à l'achat. Puis qui peut être un très bon animal aussi. Heureusement, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a peut-être de plus en plus de programmes, en fait, qui existent pour aider les propriétaires qui ont peut-être moins de ressources financières, comme il y a des cliniques de stérilisation, il y a des cliniques de micropuçage, et je trouve que c'est bien de développer ce genre d'accès parce qu'on sait que les animaux, ça apporte beaucoup aux humains, puis ce serait bien que tout le monde puisse en profiter et de planifier des programmes comme ça. C'est bien. Il faut les encourager. C'est ce que je peux dire. Tout à fait. Et puis, Marion, oui? Puis en fait, pour rebondir là-dessus, puis je vois que Madame Tass levait la main. En fait, pour avoir été bénévole pendant longtemps à la clinique des jeunes de la rue, je pourrais partager mon observation en fait par rapport au bien-être des chiens. Oui, l'investissement financier est important, mais l'investissement humain est aussi excessivement important. Puis c'est pas, on a tous comme vétérinaires vu des gens qui avaient beaucoup d'argent ne pas vouloir en mettre sur leurs animaux et des gens qui avaient très peu d'argent et qui auraient mis tout ce qu'ils avaient sur leurs animaux avant eux. Et puis, les chiens que j'ai vus à la clinique de jeunes de la rue avaient un bien-être incroyablement bon pour l'immense majorité. Ils vivaient 24 heures sur 24 avec leurs propriétaires, ils faisaient de l'exercice, ils étaient dehors, ils n'étaient jamais seuls, ils étaient bien socialisés et ils étaient mieux soignés que leurs propres propriétaires qui mettaient tout ce qu'ils pouvaient sur leurs compagnons. Donc, je pense que c'est une excellente question. Ça peut être par contre vraiment une source de stress extrêmement importante pour un propriétaire. On l'a vécu, là, les vétérinaires, pendant la pandémie. Quand les gens ont des difficultés financières et ont en même temps un animal qui est extrêmement malade, ça peut être un stress immense. Mais le bien-être du chien n'est pas proportionnel au portefeuille de son propriétaire. Merci, Marion. Madame Tass. Je vous encourage, pendant que Mme Tass ouvre son micro pour qu'on puisse l'entendre, à ouvrir vos caméras. Oui, c'est bon. Okay, je vous encourage tout le monde à ouvrir vos caméras. C'est plus dynamique pendant qu'on discute. Voilà. Alors, dans un premier temps, Joanne Tassé, des centres d'adoption d'animaux de compagnie du Québec. En Amérique du Nord, on parle des gens qui sont un peu plus démunis ou qui n'ont pas nécessairement les ressources financières pour apporter des soins à leurs animaux. On retrouve en Amérique du Nord qu'est-ce que j'appelle des cliniques de première ligne. Alors, c'est des services comme, par exemple, à moindre coût pour, admettons, les vaccins annuels, pour les médicaments pour le ver du cœur, infection aux yeux et infection, mettons, aux oreilles. Et puis, c'est ça qui manque ici au Québec pour donner des soins de première ligne. Si l'animal puis ça aussi, ça offre un service de suivi puis aussi de prévention. Moi, je crois fermement que si on aurait accès à ces types de services, comme un CLSC, si vous voulez, là, mais pour les animaux de compagnie, on pourrait faire beaucoup de prévention pour ne pas se retrouver avec des factures assez importantes si on aurait pu avoir un diagnostic plus tôt. Merci. Merci pour cette intervention. Je suis contente d'avoir posé la question parce que déjà, ça fait émerger des idées. Est-ce que j'ai d'autres personnes qui auraient des... Oui, Chloé. Oui, bonjour, merci beaucoup. Pardonnez-moi le prénom, mais c'est souvent un peu plus facile de le lire sur les... Oui, il n'y a pas de souci. Merci. Merci tout le monde pour vos présentations. Puis, je pense que c'est indirectement lié à la question que vous posiez tout à l'heure, mais est-ce que ce serait possible d'avoir plus de détails sur la proposition Madame Gagnon, on a parlé du programme social pour bons locataires canins, si j'ai bien pris en note. Ça, j'aimerais bien en savoir plus sur ce que ça engage. Est-ce que ça existe déjà? Est-ce qu'on a des exemples de ça? Voilà.
En fait, malheureusement, non, ça n'existe pas. C'est une piste de solution que j'ai lancée parce qu'en fait, c'est un réel problème pour les propriétaires de chiens de trouver un appartement en ville et c'est vraiment une piste de solution. Est-ce qu'on pourrait mettre en place un bon locataire canin? Je suis désolée pour ici, je n'ai pas la connaissance que ça existe. Merci beaucoup, Mme Tasse. Et ensuite, Mme Robidoux. Oui, bonjour. Je sais qu'il existe le programme, par contre, Bon citoyen canin. Donc, déjà, ça existe dans plusieurs écoles. C'est sûr que c'est de l'argent, mais c'est quand même toutes les notions de base pour qu'un chien apprenne à vivre en société. Donc, j'imagine que c'est déjà un début parce que si le chien peut, et le chien, c'est toujours le chien et le propriétaire, peuvent suivre un cours semblable, bien, ça se représente mieux auprès d'un propriétaire en disant, écoutez, mon chien est un bon citoyen canin, voici son diplôme, ça veut dire qu'il fait telle chose, puis ça serait peut-être aussi à inclure là, disons, dans le curriculum du chien pour que la société change aussi, pour que, comme quand on parle aussi de bon citoyen canin ou bon locataire canin, c'est que ici au Québec, de par la Régie du logement, on n'a pas le droit, les propriétaires n'ont pas le droit de demander un montant lors de la signature du bail au cas que l'animal fasse des dégâts. Ce qui peut arriver, mais ce qui n'arrive pas tout le temps. Donc, alors qu'en Ontario, ils ont le droit. Donc, en Ontario, il y a quand même moins d'abandon qu'ici parce que ça fait partie de leur programme social, les bails, les propriétaires ont le droit de demander un montant X pour dédommagement s'il y avait des bris. Ça aussi, ça serait peut-être une piste à suggérer au gouvernement, que les propriétaires puissent demander ça. C'est illégal dans le moment de le demander. Ça aussi, ça pourrait aider beaucoup les abandons de chiens ou de chats par rapport aux animaux en propriété, en logement. Merci, Mme Tasse. Et en fait, Robidoux, peut-être juste pour rebondir là-dessus, c'est intéressant de voir qu'en France, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a toujours un montant qui est déposé quand on loue un appartement, mais qu'il est par contre illégal d'interdire à quelqu'un d'avoir un animal de compagnie. Donc, voilà. Donc, par contre... Oui, je vais donner la parole à Mme Tasse. Juste me permettre un petit commentaire. Demander un dépôt est aussi une taxe sur les personnes plus pauvres. Il faudrait voir comment ça peut se jouer. Allez-y. Oui, bien, c'est exactement ce que la dame a mentionné, là, c'est qu'il y a un programme du Club canin canadien qui est le Bon citoyen canin. On pourrait partir de cette évaluation, de ce document-là et ajouter certains critères spécifiques lorsqu'on demeure dans un appartement. Comme par exemple, il faudrait aussi que le gardien comprenne que s'ils doivent prendre l'ascenseur, s'il y a quelqu'un dans l'ascenseur, bien, d'attendre qu'en fin de compte, il n'y ait personne dans l'ascenseur. Tu sais, il y aurait quelques modifications à faire, mais là, la question est qui va remettre le certificat, qui va s'occuper de faire les évaluations. Bien, merci. En tout cas, ça soulève certaines questions. Oui, Mme Robidoux. Bien, c'est qu'il y a quand même 2 associations au Québec qui représentent les intervenants en comportement animal, qui sont reconnus par le MAPAC, qui ont travaillé sur le dossier aussi, on parlait tout à l'heure d'élevage pour les chiens puis de dangerosité. Il y a l'APCP, qui est l'association des... attendez, je recommence. APCP, Association professionnelle des comportementalistes praticiens. Puis il y a aussi la REICQ, qui est, elle, là, je ne pourrais pas vous dire mais c'est aussi un organisme qui est ici au Québec c'est une organisation qui regroupe des éducateurs canins. Donc, déjà d'avoir des personnes de ces 2 groupes-là, parce qu'on a très peu de vétérinaires comportementalistes, mais on a quand même plusieurs membres qui sont aptes à donner les certifications. Oui, merci beaucoup. Voilà une piste.
Je profiterai de pas de main levée pour vous rappeler que la personne qui a ouvert notre série, donc en collaboration avec le GRISOP sur la cohabitation humain-animal, est avec nous aujourd'hui, Caroline Kilston. Bienvenue, Caroline. Et je vous mets dans la conversation le lien vers la chaîne YouTube de l'Institut Santé Société. Pour celles et ceux qui n'auraient pas eu le plaisir de l'entendre, vous allez pouvoir la réentendre et aussi, bien entendu, on vous le dit, la conversation actuellement ou les échanges sont enregistrés et vous allez pouvoir les réentendre ou dire à vos amis d'aller les entendre parce qu'ils auront raté quelque chose de vraiment remarquable. Audrey. Oui, merci à vous trois pour ces présentations vraiment très intéressantes qui étaient très complémentaires. Moi, je voulais vous partager un petit peu une préoccupation que j'ai parce qu'on a parlé des chiens, des propriétaires, des villes. Moi, ma préoccupation, c'est plutôt sur les non-propriétaires de chiens. Parce que ce que j'ai constaté, parce que moi, je viens de la France, en venant au Québec, j'ai constaté que le chien était beaucoup moins bien intégré à la société humaine, particulièrement en milieu urbain. Puis en France, ce n'est pas la panacée non plus. Il y a d'autres pays européens qui le font encore mieux que nous. Donc, on parle à partir du moment où on a un chien, on voit vraiment l'espace disponible en ville notamment qui se restreint. Donc, on n'a pas le droit d'amener nos animaux partout, dans les transports en commun, par exemple. Fait que moi, j'aimerais ça qu'il y ait des pistes de solutions qui soient plus pensées au niveau de tous les citoyens en ville, qui permettent d'améliorer vraiment cette cohabitation. Donc, souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est que on met les parcs canins dans des milieux qui ne sont pas fréquentés, peu fréquentés. Fait que j'ai l'impression qu'on devrait réintégrer un peu le chien à l'intérieur de l'espace public, donner l'occasion à des gens qui n'ont pas de chien d'aller, de comprendre un peu mieux c'est quoi un chien, de pouvoir vivre avec les chiens. Donc moi, je serais vraiment en faveur de solutions qui visent aussi l'ensemble des citoyens en ville pour améliorer ça, parce qu'effectivement, on voit beaucoup de personnes qui ont peur des chiens. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire aussi pour favoriser la rencontre, parce que finalement, les chiens font partie de la communauté urbaine aussi. Donc, je sais que dans certains pays, ils sont autorisés dans les transports en commun. J'ai entendu aussi que dans certains centres d'achat au Québec, ils commençaient à ouvrir leurs portes aux chiens, là, des études pilotes et tout ça. Mais je pense que c'est important de les réintégrer parce que s'ils ne cohabitent pas avec l'ensemble des humains, ben, les gens vont rester sur leur peur. Fait que je voulais juste amener ce point-là qui me tient particulièrement à cœur. Catherine. Oui, bien, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, je me souviens à un moment donné d'être allée en Allemagne puis, pour un congrès. Puis là, je voyais les gens qui, par exemple, une dame qui magasinait ses souliers avec son chien, des gens qui allaient manger sur la terrasse, le chien était couché à côté, mais les chiens étaient tranquilles. Là. Les chiens, c'est comme ils étaient habitués de faire ces comportements-là. Puis, tu sais, ça fait boule de neige aussi parce que si les chiens comme ça ils font partie de la vie, mais ils ne sont pas non plus surexcités, ils ne font pas de problème. Bien là, après ça, les gens, c'est sûr qu'ils vont accepter ça davantage. Puis, tu sais, ça devient comme c'est la normalité à ces endroits-là. Mais puis c'est vrai que nous, ça pourrait être un peu plus perçu comme un petit peu plus extraordinaire comme genre de situation, là, mais ça me fait penser peut-être juste pour refaire un lien avec la théorie du contact intergroupe qui a été utilisée dans certaines de nos recherches où on voit que, dans le fond, ce contact-là, il peut être réel aussi là, dans la vraie vie. Bien, ce qu'il fait dans les théories des relations intergroupes, c'est que le contact va réduire l'anxiété, va améliorer les attitudes aussi. Donc, de trouver des moyens, c'est ça, de réaliser ça, je pense que ça peut amener à des bienfaits chez les non-propriétaires aussi, puis faire boule de neige, puis régler certains problèmes aussi, là, même des problèmes au niveau des chiens qui ne sont pas assez socialisés ou qui restent seuls trop longtemps aussi. Fait que, en tout cas, c'est juste une idée, juste pour faire un petit pont avec la présentation que j'avais faite. Je pense que cette théorie-là pourrait être intéressante à utiliser ou à intégrer, là, au moins pour avoir au niveau des bases théoriques. Là.
Pardon. Merci, Catherine. Je vais avoir Madame Tasse et ensuite Caroline et ensuite Benoît. Juste une demande peut-être à nos conférencières. Est-ce que l'une d'entre vous connaissait des études qui comparent la peur des chiens au plan international? Non. Ce sont tes réflexions, Catherine, qui m'ont fait penser que ça vaudrait peut-être le coup d'essayer de voir ces différences-là selon justement le type d'accueil qu'il y a dans le milieu. Mais je laisse la parole à Mme Tasse. Peut-être, sinon, Joanne, je pouvais répondre. Je ne pense pas qu'il y ait d'études au niveau international, en fait, mais on commence à avoir des études qui comparent les populations autochtones avec les populations en ville, donc le nord ou le sud du Québec. Et puis, pour certaines choses, quand même, il y a des études culturelles qui peuvent le montrer. Donc, il y a quand même il y a quelques études, mais une étude qui vraiment est faite le tour, j'en ai pas connaissance, mais André étudie depuis longtemps les chiens nordiques et on a des études qu'on peut comparer avec le sud du Québec. Donc, ça commence à se faire, effectivement. D'accord. Caroline. Oui. Bien, c'est très intéressant, Joanne, que tu as amené ce point-là justement au moment où c'est ce que je voulais aborder, parce que des intervenants vous me parlaient d'autres endroits dans le monde où les chiens étaient beaucoup mieux intégrés dans la communauté. Moi, je vis dans une communauté qui est très, 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 très multiculturelle. Et donc, l'école primaire de mes enfants l'était aussi. J'ai animé des activités avec mes chiens dans cette école-là. Puis, c'est un constat qui est assez évident à faire, que dépendamment de l'origine des gens, surtout lorsque leur arrivée est récente. L'autre chose aussi, pendant plusieurs années, je faisais des visites de zoothérapie dans des CHSLD. Et comme vous le savez, les gens le savent encore plus depuis la pandémie, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les établissements de soins qui sont venus de l'étranger et qui sont d'immigration récente. Mais j'avais beaucoup de gens qui longeaient les murs, vraiment, là, quand je marchais dans le corridor. Et je faisais très attention là, pour me tenir loin, tout ça. Puis là, on parle de chiens qui ont une allure particulièrement amicale. Hein? On parle de caniches royaux là, qui avaient des petits rubans qui avaient des petits rubans. Alors, je pense que ça présente quand même certains défis, dépendamment des localités, de dire c'est un bel objectif là, qui aiderait beaucoup à la socialisation des chiens. Peut-être que c'est à commencer justement au primaire par la familiarisation avec le contact avec des chiens et les bons comportements à adopter, puis ça peut enlever, mais ça c'est toujours un juste équilibre à trouver. On veut diminuer la crainte, mais en même temps on veut favoriser des comportements sécuritaires et responsables. Alors, c'est un bel équilibre à rechercher. Merci beaucoup, Caroline. Oui, Madame Paty. Oui, alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, d'accord. Alors, en 2017-2018, pour répondre à Madame Chloé, 2017-2018, on a présenté à l'aéroport de Dorval un programme pour avoir des bénévoles qui circulent dans l'aéroport avec leurs chiens. Je dois vous avouer qu'au tout début, lors de la rencontre avec les dirigeants de l'aéroport, ils étaient très réfractaires à l'idée. Mais finalement, nous les avons convaincus, puis c'est devenu, disons, le programme chouchou du président de l'aéroport de Dorval. Alors, si on n'aurait pas eu cette pandémie, j'aurais eu environ une cinquantaine de chiens qui circulent. Bien, c'est sûr, c'est des bénévoles. Alors, ils choisissent leur journée et les heures, mais ça a été un succès phénoménal. La réaction des passagers, comme Mme Chloé a mentionné, c'est qu'on n'est pas habitué à voir des chiens qui sont intégrés dans nos milieux propres à nous.
Et puis, la réaction au tout début, c'était comme s'il venait d'apercevoir un dromadaire marcher dans les couloirs de l'aéroport. C'était vraiment intéressant, Madame Mamiotte, de voir leur réaction. On est passé comme qu'est-ce que le dromadaire fait ici à les gens qui appelaient pour savoir quand les chiens étaient pour être là, pour réserver leur billet d'avion, pour pouvoir rencontrer les chiens. Puis il y a certains gens, parce que j'ai accompagné les nouveaux bénévoles pour m'assurer que tout se déroulait bien. Puis là, on entendait au loin, « Ah, c'est Charlie, allons voir Charlie. Ah, ça, c'est... » Parce qu'on avait eu beaucoup d'entrevues avec les médias, puis on choisissait les bénévoles avec leurs chiens, fait que les gens reconnaissaient les chiens. Le nom du bénévole n'était pas important, mais il appelait les chiens par leur nom. Puis c'est devenu un succès incroyable. Fait que c'est des événements comme ça qui font qu'il y a une plus grande acceptation. Et puis, on faisait aussi la promotion de l'adoption des chiens avec des refuges éthiques. Et aussi, c'est un achat d'un chien parce qu'on expliquait une différence, nous, entre un éleveur et un producteur. Fait qu'on les dirigeait vers des éleveurs et non pas des producteurs, puis faire un peu expliquer fait qu'il y avait beaucoup de sensibilisation, d'éducation, puis d'accepter. Et puis... je vais vous demander de tu peux raccourcir parce que il nous reste 2 minutes. Ah, il y a 2 personnes, j'ai complètement oublié de donner la parole, je l'avais nommé à Benoît. Alors, êtes-vous capable de me faire ça en 1 minute? Et il y a aussi Judith Farley qui a demandé la parole. Alors, chacun 1 minute. Avec le micro, c'est mieux. Votre micro est fermé. On mute. OK. Voilà. Alors, il s'agit de connaître le statut du chien dans les municipalités et dans les villes. Et ça, c'est très important pour un paquet de facteurs. Alors, on sait dans une réunion passée que la relation entre le chien et l'humain, puis dans une famille, un chien, c'est presque un humain. Mais pour cette famille-là, le chien qui est presque un humain, 2 rues plus loin, qui jappe tout le temps et qui vient pisser sur notre gazon, c'est une nuisance. Et dans les municipalités, un chien est considéré comme étant une nuisance publique. C'est pour ça qu'ils engagent un contrôleur canin et puis qui impose de toutes sortes de réglementations. Si vous regardez l'histoire de Mira, au départ, il avait acheté des labradors de la marche Épinard, puis Centre canin international, c'était des labradors noirs. Les labradors ne pouvaient pas rentrer dans les autobus parce que le monde avait peur des chiens noirs. Et si vous regardez toutes les lois sur les chiens là, qui ont découlé depuis ce temps-là, il y a toujours une petite annotation sur les chiens de Mira et des chiens de ce type-là qui peuvent faire à peu près puis aller n'importe où. Ça, c'est maintenant écrit dans les lois. Les gens avaient peur des chiens noirs. Mais ils ne pouvaient pas prendre des labradors jaunes parce qu'un labrador jaune, quand il est sale, l'aveugle, il ne le voit pas et il ne peut pas le laver. Et là, ils sont arrivés avec des chiens de différentes couleurs, dont le bouvier bernois mélangé avec des labradors pour l'élever. Alors, le comportement du public et puis le statut du chien dans une municipalité qui est une nuisance publique, finalement. Alors, pourquoi que ceux qui louent... Est-ce que vous pouvez me faire ça un petit peu? Oui. Alors, OK, je termine. Je pense qu'on a compris. Définition, c'est quoi le chien dans une municipalité? Ça va permettre de régler certains petits problèmes. OK. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes capable de faire ça en 30 secondes, Judith? Oui. Merci. Merci pour les conférences, c'était génial. Moi, je voulais juste amener le point. C'est super d'introduire les chiens, tout ça. Il faut faire attention. Par exemple, il y a certaines personnes avec des particularités. Mon garçon de 9 ans est autiste, donc anxiété fait partie de l'autisme. On fait des démarches avec lui. Il est suivi par des psychiatres, des pédopsychiatres et tout ça pour la peur des chiens et tout ça. Mais il faudra juste faire attention de bien sensibiliser les gens que s'il y a des gens adultes, peu importe, qui sont autistes ou peu importe, qui ont une peur bleue des chiens, de juste faire attention que ces gens pourraient avoir des réactions complètement
qui ont de l'air survoltés, mais finalement, c'est juste leur façon de vous montrer qu'ils ont peur, là. Fait que c'était juste ça que je voulais apporter. Merci. Merci beaucoup. Ça conclut bien. C'était absolument intéressant. Je vous remercie beaucoup, toutes les trois, d'avoir accepté de venir partager vos savoirs avec nous. C'était très apprécié. Je remercie tout le monde pour vos questions et vos interventions, même les personnes que j'ai raccourcies puisqu'on arrivait à la fin de notre période. Comme vous le savez, ce sera disponible sur la chaîne YouTube de l'ISS et vous recevrez un message lorsque l'enregistrement sera disponible. Encore une fois, un grand merci. Merci aussi à toute l'équipe du réseau avec qui on collabore pour cette initiative et avec qui, comme chercheur, je collabore depuis de nombreuses années maintenant. Et surtout, merci à Kate Bouchard, la coordonnatrice de l'Institut Santé Société, sans qui ces événements s'effondreraient certainement. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Bon après-midi. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.